Merci d'être avec nous dans le grand débat de Financial Afrique de ce 15 septembre. Alors, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam ou encore la Thaïlande sont les principaux producteurs de riz au monde. Alors, depuis le 20 juillet dernier, l'Inde a décidé de ne plus exporter son riz non basmati. Alors, suite à cette décision, le prix du riz a connu une réelle augmentation à l'international et réduit l'offre mondiale d'environ un cinquième. Alors, autre cas de figure, le Vietnam, de son côté, a augmenté le prix du riz suite à une forte demande et l'instauration par le Pakistan d'un prix minimum à l'exportation. Toutes ces raisons ont créé une perturbation au niveau du marché mondial en général et le marché ouest-africain en particulier, cette partie du continent qui est le principal consommateur de cet aliment, donc à 60%. Et donc, vous l'avez compris, nous nous intéressons dans le grand débat d'aujourd'hui au secteur rizicole. Pour en parler, je suis en compagnie de Rivorazzi Mondresi, CEO de la RDE, catalyseur de PME. Bonjour. Bonjour Dominique. Également d'Adam Awad, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour. Bonjour Dominique Mabika. Alors, vous l'avez compris, donc nous parlons du riz aujourd'hui. Alors, avec la décision, comme je le disais tantôt, de l'Inde de réduire ses exportations du riz non basmatique, des tensions de basse et haute intensité ont été révélées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, va-t-on vers une pénurie de riz en Afrique, M. Wad? Oui, cela rappelle forcément l'année 2007-2008. Quand l'Inde, toujours elle, avait décidé aussi de restreindre toutes ses exportations de riz. Et les premières zones qui souffrent, c'est l'Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, parce que c'est une région très dépendante du riz asiatique. Et l'Inde représente 40% quand même des exportations de riz dans le monde. Et le problème, c'est que nous sommes dans un cas de figure assez étrange, puisque ce ne sont pas les stocks qui posent problème. Les prévisions de la FAO pour 2023-2024 montrent que les stocks seront à des niveaux historiques. Mais le problème derrière, il est administratif, il est politique. L'Inde, qui est très nationaliste avec Narendra Modi et qui se dirige tout droit vers des élections 2024, élections de tous les enjeux, est en train de faire tout pour contenir l'inflation, une inflation kilométrique qui est surtout d'ordre alimentaire. Et pour prévenir d'éventuelles pénuries, surtout à l'approche des présidentielles, ils ont décidé d'abord d'interdire l'exportation de tout riz non basmati, et de fixer un prix à l'export aussi, un minimum pour le riz basmati, c'est-à-dire d'une manière générale de rabattre toutes les productions vers le marché intérieur indien. Et dès que cette décision a été rendue publique, les prix ont bondi. Parce que je rappelle que la décision a été prise le 20 juillet. Donc au mois d'août, les prix avaient bondi de 11% selon la FAO. Et sur 15 ans, nous sommes dans un pic. Donc, il y a une tension de haute intensité dans l'air et qui se ressent même dans d'autres pays producteurs comme la Thaïlande, qui constate aussi une élévation sans précédent de son riz, mais aussi le Pakistan, et alors les Philippines, par exemple. Il y a beaucoup de pays importateurs qui ont signé des contrats à long terme avec des pays fournisseurs, des contrats de 5 ans. Donc la question qui se pose, c'est l'Afrique. Dans tout cet imbroglio, dans tout ce scénario, est-ce que des pays comme le Nigeria, qui est l'un des plus grands importateurs, juste après la Chine, qui est grande productrice et grande importatrice, un pays comme le Nigeria est pratiquement sous tension. Ils ont déclaré l'état d'urgence alimentaire, je pense, entre juin et juillet. Et beaucoup d'usines n'arrivent plus à trouver de la matière première pour produire. Donc la tension est très palpable au Nigeria et ça alimente l'inflation. Et quand on sait que ce pays est confronté à une inflation qui est généralisée, à une dépréciation de sa monnaie, le Naira,
à une transition qui s'est faite sans heure, mais qui s'accompagne de défis, puisque le nouveau président a décidé de mettre fin aux subventions sur le carburant. On mesure l'immensité des défis. Mais il n'y a pas que le Nigeria dans la zone CEDEAO. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est grande importatrice de riz, qui a mis en place un ministère dédié uniquement au riz. C'était une première mondiale. Mais la Côte d'Ivoire a été obligée par la voie la plus autorisée de démentir d'éventuelles pénuries. Mais hélas, on est tenté de dire ni les décrets, ni les bonnes intentions n'arrêtent la hausse des prix. La hausse des prix résulte de la loi de l'offre et de la demande. N'en déplaise à nos amis marxistes et à notre cher Rivaux, qui, je pense, est l'un des illustres représentants de la pensée de gauche. Adama m'attribue là, il attaque déjà. Adama m'attribue des idéologies dont je ne partage aucun. Bref, mais il faudrait qu'on repense à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, parce que sinon, c'est toujours... on va aller de cycle en cycle, de détente, crise, parce que nous sommes trop dépendants, je pense pour plus de 60% de notre consommation de l'étranger. Et nous reviendrons concernant les questions liées à la dépendance du marché extérieur concernant le riz. Alors, mais nous allons tourner du côté de Rivaux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces 6 pays d'Asie à eux seuls concentrent 75% de la production de riz au monde, mais avec ces décisions de restriction qui ont occasionné une augmentation de prix, la réduction des exportations. Alors, qu'en est-il pour l'Afrique face à toute cette situation qui guette le secteur rizicole mondial? D'abord, bonjour Adama. Tu as vu, il m'attribue des idéologies. Je ne pense pas à aucun moment j'ai dit finalement que j'étais marxiste ou gauchiste. C'était sa manière à lui de souhaiter la bienvenue. Alors, le riz, c'est un aliment assez technique. C'est-à-dire que c'est un secteur technique et la plantation assez technique. Est-ce que tu sais, Dominique, qu'il y a quelques années, en 2018, Current Biology, en fait, c'est un magazine scientifique, a publié donc un résultat d'une recherche qui a identifié l'origine de la domestication du riz en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont localisé donc la domestication du riz il y a moins de 3000 ans, donc c'est daté, dans la vallée, en fait, du moins sur le fleuve Niger, qui se situe aujourd'hui au Mali. Bien. Il y a 2 variétés de riz. Peut-être je vais commencer comme ça. Il y a 2 grandes variétés de riz. Il y a la partie asiatique et la partie africaine. Donc riz, italien riso, latin orizo. C'est ça en fait, Oryza exactement, Oryza. Et la variété asiatique s'appelle Oryza sativa et la variété africaine s'appelle Oryza glabadima. C'est ça les trucs. Bien. La variété asiatique a été introduite par les Portugais en Afrique à partir du XVIe siècle et c'est cette variété en fait qui est majoritairement cultivée depuis le XIXe siècle jusque dans les années 60. Peut-être on aura l'occasion de parler justement avec l'adaptation de cette semence qui n'était pas réellement adaptée par rapport à nos climats, d'où aujourd'hui les travaux de recherche. Bien, ça c'est juste en guise peut-être un petit d'introduction. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est je ne serais pas aussi pessimiste qu'Adama sur le fait que, parce que d'après ce que j'ai compris Adama dans tes propos, en fait inquiétude, pas pessimiste mais tu étais plutôt inquiet sur le fait que quel est le devenir de l'Afrique par rapport au riz. Je voudrais juste rassurer l'ensemble de nos téléspectateurs. Le riz, c'est une des céréales. Mais quand on prend l'exemple, par exemple, du Sénégal, on a d'autres céréales. On a le mil, on a le sorgho, on a le fonio. Donc, ce que je veux dire, c'est que si l'Inde décide de ne plus... Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de riz, il y a d'autres nourritures, en fait, à manger. Donc, on n'est pas obligé de faire du riz comme avec le même problématique avec le blé. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, maintenant, par rapport à l'Asie. Effectivement, dans cette zone, l'Inde, depuis 2010, est devenu le plus grand exportateur, dépassant la Thaïlande. La Thaïlande, pour des problèmes climatiques,
problème de sécheresse même, a été relégué aujourd'hui au 4e rang des pays qui exportent le plus. Donc, c'est la Chine, l'Inde, ensuite le Vietnam et la Thaïlande. C'est ça, en gros, du moins le classement. Bien. Sur le prix, pourquoi on est si inquiet, en gros? Quand tu regardes bien, Adama, pourquoi on est si inquiet? On est juste si inquiet parce que c'est l'Inde qui propose le prix du riz le moins cher du marché. J'ai regardé en préparant l'émission. Le prix du paddy de l'Inde, ils le vendent à 345 $ la tonne. Ceux de Thaïlande, ils sont à 465 $ la tonne. Donc, nous sommes des consommateurs, éternels consommateurs comme d'habitude, forcément. Quand le producteur ou le fournisseur augmente son prix, forcément, là, tu as évoqué tout à l'heure le gouvernement du moins de la Côte d'Ivoire. Bon, je pense pas que le gouvernement du Sénégal a sorti le même communiqué que le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Maurice également. Je pense qu'il y avait même une image où un député avait photographié un entrepôt vide. Mais au fond, c'est juste en fait le pays qui produit, du moins qui propose le riz le moins cher, qui a décidé de ne plus exporter ce domaine sans riz. Et Adama l'a évoqué tout à l'heure. On a suffisamment de stock. Surtout qui pèse 40% des exportations mondiales. Donc, dans un marché, quand celui qui détient 40% prend une décision, elle se répercute sur l'ensemble. Et je réponds à Adama, c'est là que je dis, mais on n'est pas obligé de manger du riz. C'est ça que je dis. Alors, donc il y a d'autres céréales. Mais les habitudes alimentaires mettront beaucoup de temps à changer. Et au Sénégal, par exemple, le riz à midi, c'est quasiment une... Oui. Vous touchez au sacré si vous décidez du jour au lendemain Adama, de faire revenir. Est-ce que quelqu'un meurt parce qu'il n'a pas mangé du riz? Est-ce que quelqu'un meurt dans ce pays parce qu'il n'a pas mangé son tchèp à midi? Non, c'est juste, c'est dans les habitudes alimentaires, c'est pas facile. Oui, je reconnais volontiers. Oui. Ce n'est pas du tout facile. Le Sénégal a initié une série de politiques pour justement atteindre l'autosuffisance en riz. Il y a des progrès, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire puisque le pays importe chaque année plus d'1 million de tonnes de riz. Donc c'est un gros marché. La Côte d'Ivoire en fait de même malgré beaucoup d'avancées. Le Nigeria, ça c'est le 2e ou 3e importateur mondial. Donc à l'échelle de la... Je suis pas inquiet. Là, c'est mon propos. C'est-à-dire que j'entends bien Adama, mais Dominique, parce que la question que tu m'as posée, c'est-à-dire que l'Asie augmente ses prix. Moi, je suis pas inquiet par rapport à l'Afrique. Je suis absolument pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet, Monsieur Ouadi présente des inquiétudes. On se rend compte des habitudes des populations et du panier de la ménagère. L'inquiétude, elle tient à quoi? Elle tient au risque de hausse de cette denrée de base. Mettez-vous à la place des ménages quand il y a une augmentation exponentielle comme en 2007-2008 du riz qui a augmenté de pratiquement 40 à 50%. Il y a eu des émeutes. Pas partout. Pas partout, il faut préciser. L'Inde n'a pas connu d'émeutes, par exemple. Non, ça, c'est très intéressant. Les émeutes concernent les pays importateurs. Oui, mais l'Inde avait pris une mesure conservatoire en décidant de ne plus exporter, justement, pour réguler son marché. Mais aujourd'hui, l'Inde est confrontée à une inflation de 11%, qui est énorme sur le riz. Et au Sénégal, par exemple, il y a quelques mois, le Sénégal et la Gambie ont bénéficié d'ailleurs d'un geste de l'Inde. Je pense que c'est une exportation assez conséquente de riz. C'est un programme d'exportation de 300 000 tonnes, 350 000 tonnes de riz envers le Sénégal et la Gambie. Ce qui a permis de détendre les prix. Alors là où la Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de l'initiative, et la Côte d'Ivoire, elle a subi, à mon avis, la réalité du marché. En ce moment, les stocks sont en train de baisser, les importations sont en train de raréfier, et donc on se dirige tout droit, à mon avis, vers une pénurie. Alors, est-ce que c'est ce geste de l'Inde envers la Gambie et le Sénégal qui fait en sorte que ces pays-là ne présentent pas beaucoup d'inquiétudes comparées au Nigeria et à la Côte d'Ivoire? Bon, pour le Sénégal, par exemple, moi je dirais que tout dépendra de cette récolte et de la récolte qui va suivre, c'est-à-dire de la production locale du paddy d'ici entre maintenant et le mois de mars-avril prochain, parce que la production locale, quand même, elle couvre à peu près, je pense, 60% des besoins, sinon plus. Elle est variable parce qu'elle est très liée au phénomène, maintenant, hélas, devenu récurrent climatique. Elle est liée aussi à des aléas
comme par exemple le retard des pluies, les changements par exemple de l'ensoleillement sur certaines périodes. Donc ce qui fait que les rendements à l'hectare qui sont entre 6 et 7 hectares ne sont pas garantis vraiment. Et en même temps, d'un autre côté, le riz, la transformation du riz est soumise à certains coûts, l'énergie, la main-d'œuvre. Donc, il y a tout un nombre d'éléments qui entrent en jeu. Il y a aussi les intrants, bien que subventionnés, les intrants, et en même temps le financement qui comporte des coûts qui sont énormes, le financement des riziculteurs, le financement de la production locale. Donc, c'est des enjeux énormes sur lesquels, peut-être à l'échelle de la CEDEAO, on devrait se pencher. Et je vous rappelle que la CEDEAO a lancé une initiative sur le riz qui prévoyait d'arriver à une autosuffisance en 2025. Mais là, tout comme l'éco, il va falloir certainement repousser encore de quelques années parce qu'on est très loin de la cuillère ou du bol aux lèvres, comme dirait l'autre. Le Nigeria avait même décidé, il y a 2 ans, d'interdire toute importation de riz parce que les récoltes étaient abondantes. Et toujours le Nigeria avait fermé sa frontière avec le Bénin, au prétexte que les importations de riz l'empêchaient de réaliser son autosuffisance en riz, son autosuffisance alimentaire. Toute la question au niveau, c'est de la coordination entre les 15 pays. Parce que si chaque pays a une initiative propre, comment on peut arriver à faire en sorte que les productions locales soient interconnectées de manière à ce que les importations d'un pays ne viennent pas perturber les marchés intérieurs d'autres pays. Je suis d'accord. Si tu parles de coordination, je ne peux que soutenir en fait cette proposition, mais élargissons un peu peut-être le débat si tu permets, Dominique. Au fond, en fait, qu'est-ce qui se passe avec nos pays? Le riz, on sait que c'est l'aliment de base de l'ensemble, du moins de tout ce continent, à quelques pays près. Peut-être, je pense par exemple au Zimbabwe, ils mangent plus, peut-être dans leur composition alimentaire, plus du maïs par exemple que du riz. Voilà. Mais la grosse majorité, c'est du riz. Bien. C'est depuis l'indépendance. On dit finalement qu'on essaye, il y avait toute une flopée de politiques nationales pour essayer que chaque pays puisse être autosuffisant. Le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Aucun des pays africains peut se targuer aujourd'hui qu'il est indépendant, d'être autosuffisant. Pourquoi? Je pense qu'il y a 2 facteurs. Il y a le facteur de la démographie, c'est-à-dire que nos populations ont augmenté ces 30, 40, 50 dernières années. La demande est là, mais l'offre n'a pas suffi. L'offre n'a jamais été au rendez-vous. N'a jamais suivi. Très bien. Revenons par exemple, sur l'exemple du Sénégal, peut-être pour parler beaucoup plus concrètement avec nos téléspectateurs. À l'indépendance, la plus grande surface qui était cultivée au Sénégal, c'était l'arachide. C'est ça qui occupait plus de 80% de surface. C'est au fur et à mesure que la vallée du Nord, vallée du fleuve, a été emblayée pour continuer à cultiver du riz. Mais ce qu'il faut, revenons peut-être à Dama si tu permets, l'Asie. Comment se fait-il qu'ils sont devenus les premiers producteurs de riz au monde? Ce n'est pas tombé du ciel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas levés un matin, ils ne sont pas tombés du ciel. Dans les années 70, ils ont enclenché ce qu'ils appellent la révolution verte. La révolution verte, justement, ils avaient le même problème que nous. C'est pour ça intéressant. C'est-à-dire que les Asiatiques avaient le même problème que nous, le Vietnam, les Thaïlande, etc. Et tout, donc on cite aujourd'hui. Ils voudraient être autosuffisants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 1. La production et la commercialisation des semences au plus grand taux de rentabilité. C'est ça, 1. 2. Irrigation. Le riz, comme on a dit au début, c'est une spéculation très technique qui a besoin beaucoup d'eau. On a vu, c'est-à-dire que tous ceux qui ont les meilleurs rendements en termes de riz, c'est là où il y a de l'eau, ou du moins vous irriguez. Le Vietnam, ce n'est pas pour rien que c'est aujourd'hui le Vietnam est devenu le 3e plus grand producteur de riz au monde, parce que vous avez le delta de Mekong, en fait, où ils ont aménagé, ils ont fait beaucoup d'investissements justement pour pouvoir irriguer. On sait que la production du riz basée sur la production pluviale, parce qu'il y a 2 types de production, l'irrigation et le pluvial. Pluvial,
vous procure moins de rendement. Parce que, pourquoi? Parce que vous attendez la pluie. La pluie vient, il ne vient pas. Quand il vient, peut-être ce n'est pas au taux que vous souhaitez. Alors que quand vous irriguez, vous avez une maîtrise en fait, dans l'hydraulique. En fait. Combien vous voulez, comment il faudrait finalement du moins le faire. Et le troisième élément, c'est la subvention des intrants. Bien, ces trois éléments-là, nos pays africains, le Sénégal fait partie des pays africains, on ne l'a jamais su mettre en place pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. Bien, aujourd'hui, où on en est, le Sénégal, effectivement, le Sénégal fait partie des 3 pays en Afrique qui est le plus grand importateur de riz. Donc, si le Sénégal importe de riz, c'est forcément la production locale n'arrive pas à satisfaire la demande. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi la production locale n'arrive pas à satisfaire la demande? Et là, je pense, pose la question de la construction de la chaîne. Et là où je pense que vraiment, à titre personnel, je pense que c'est là où le Sénégal, et comme la plupart des pays africains, ont échoué. Et je pense que les Asiatiques, ils étaient meilleurs là-dessus. C'est-à-dire que comment on construit une chaîne? Et comment on construit une chaîne, c'est quoi? C'est le riz. Mais en gros, le riz, déjà, pour cultiver le riz, il faut de la semence. Qui produit la semence? Jusqu'à preuve du contraire, Adama, tu me corrigeras, je ne connais pas, j'ai fait des recherches en préparant cette émission, je n'ai pas vu, du moins, peut-être je restreindre, demande à l'Afrique de l'Ouest, une usine, une entreprise, je sais pas, une grande entreprise capable de produire ne fût-ce que la semence pour le riz. On vient systématiquement... Pourtant si. C'est où? Africa Rice, par exemple. Africa Rice. Est-ce qu'ils ont une usine? Bien sûr, ils produisent des semences. Les semences, en fait, c'est... Alors, on va bien structurer ce débat. Donc, quelle est aujourd'hui la structuration? Parce que là, c'est cette question, c'est la question que nous sommes actuellement. La structuration de la chaîne de valeur riz en Afrique. Alors, déjà, pour les semences, il y a Africa Rice qui est basé à Saint-Louis et qui couvre le Sénégal et l'ensemble de la sous-région. Il y a aussi d'autres sémenciers nationaux. Donc, il y a plusieurs variétés qui sont développées. J'ai fait la recherche. Je n'ai pas trouvé le nom. J'ai pas trouvé le nom. Si, il y a ISRA que vous connaissez. Oui, mais ça, c'est un organisme. C'est-à-dire que ça, c'est un organisme gouvernemental qui est basé sur la recherche. Mais c'est la recherche. Tu sais, les semences sont très contrôlées. L'introduction des semences est vraiment, c'est une procédure très, très contrôlée de près parce qu'il y a des pays, par exemple, qui interdisent l'usage des OGM ou bien l'usage de certains types de semences. Donc, c'est vraiment pratiquement du domaine des États. Il y a vous pouvez obtenir une licence, il y a des procédures à suivre pour faire ça. Je pense que beaucoup de paysans le font à leur échelle. Ils consacrent quelques hectares aux semences parce que c'est plus rentable. Ça coûte, c'est beaucoup plus rentable de faire de la semence que de faire du riz. Par exemple, il y a plein de paysans, quand ils ont 20 hectares, ils prennent 2 hectares pour les semences. Mais la question, certains aussi le font pour eux-mêmes. Mais la question, c'est que quand nous sommes sur un marché où la demande dépasse l'offre, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte demande. Tout à fait. Et on n'arrive pas en fait à satisfaire la demande. C'est la raison pour laquelle on importe. C'est d'où ma question. Où sont ces structures, où sont ces usines qui fabriquent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'opportunités, on parle du moins du chômage de jeunesse. Moi, je me pose la question. Les jeunes sont au chômage. On n'arrive pas à leur donner de l'emploi. Là où nous avons un secteur, on sait que plus de 1 million de tonnes sont importées par année au Sénégal. C'est-à-dire pourquoi on importe? Parce que la demande locale, l'offre locale n'arrive pas à satisfaire la demande locale. Aussi simple que ça. Bien maintenant, donc, quand tu dis finalement qu'il y a ces organismes qui produisent de la semence, pour moi, ils devraient produire davantage, justement pour venir combler, justement pour venir diminuer cette importation, logiquement. C'est pour ça que je pose la question, où sont les sociétés? Je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose de réglementé, mais peut-être qu'il y a peut-être des choses... Non, il y a pour les semences, il y a vraiment toute une structuration. Maintenant, le problème, c'est la chaîne de valeur riz. Effectivement, la CEDEAO importe énormément. Je pense qu'on est à peu près à 15 millions de tonnes par an. En 2014, par exemple, on était à 9 millions d'importation de riz. D'accord. Et sur les 9 millions de tonnes, les 9 millions de tonnes de 2014 étaient valorisés à 4 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pour vous donner une idée. Maintenant, la structuration de la chaîne de valeur riz, elle passe d'abord par l'organisation de l'offre. Nous ne sommes pas le Brésil où vous avez les grands fermiers qui possèdent des hectares et des hectares. Nous sommes sur une typologie de petits agriculteurs qui ont des surfaces avec un lien assez particulier, un lien assez sentimental avec la terre.
Donc, c'est un frein en réalité à la production, puisque les petits agriculteurs auront beaucoup du mal à répondre à une très forte demande. C'est des cultures vivrières, à l'exception par exemple de la zone du Waalo, qui est vraiment une zone industrielle depuis les indépendances, sinon même avant. Je pense que les premières expériences de riz au Sénégal, c'est là-bas. Donc à l'exception de cette zone où l'État, avec sa politique, a vraiment mis en place des structures publiques, privées, dans les autres zones, c'est plutôt de la culture vivrière. Dans l'ensemble, en Afrique de l'Ouest, on a du mal à augmenter la production. On a du mal à dépasser certains caps. Pourtant, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de subventions, mais les rendements sont têtus. Oui, parce qu'on n'est pas mécanisé, parce que ce sont les petits, comme tu dis, ce sont les petites productions. Vous terminé comme vas-y, ça. Oui, c'est des productions même moyennes. Au Sénégal, par exemple, on a à peu près 25 usines dans le nord, rizicoles. Donc, c'est des productions moyennes, c'est des PME, justement, qui font face justement aux problématiques des PME, financement, qui est problématique, refinancement, préfinancement des récoltes, financement de la commercialisation. Il y a un fonds de 5 milliards qui avait été mis en place avec le soutien de certaines banques locales, mais toujours est-il qu'il y a un vrai gap de financement. Il y a un vrai gap de financement sur la production, où il n'y a qu'une banque, je pense, qui intervient dans la production, parce que c'est risqué, justement, la production est très risquée. L'assurance agricole joue un rôle, permet d'atténuer la CNAS, oui, la CNAS, pour ne pas la nommer. Par contre, sur la commercialisation, de plus en plus de banques s'y mettent, avec bien sûr l'intermédiaire des tiers détenteurs. C'est là où la chaîne de valeur est intéressante, puisque les banques disent que oui, l'agriculture est risquée. Donc il y a tout un système d'atténuation de risque qui passe par un tiers qui détient la récolte, qui a des entrepôts. Et ces tiers détenteurs, c'est lui, par exemple, quand vous voulez souscrire à un prêt en tant que paysan, lui, il prend la garantie qu'après la récolte, votre production, il va la garder à l'entrepôt. Et là, c'est une garantie de paiement pour la banque. Et souvent même, parallèlement à cette détention physique, il y a un compte aussi, souvent, qui est un compte séquestre, qui permet aussi de rembourser. Donc, il y a pas mal de techniques sur la chaîne de financement qui sont mises en place. Vous avez aussi des sociétés de leasing pour tout ce qui est machines agricoles. Oui. Mais à des taux souvent qui ne sont pas très adaptés compte tenu de la typologie du secteur agricole. Je finis juste, Rivo, sur la chaîne, la structuration de la chaîne de valeur. Maintenant, il y a la production, mais la production, elle suppose la transformation et la commercialisation. Donc, avant... Le stockage et la commercialisation. Bien sûr, la production, le stockage, la transformation, la commercialisation. Donc, c'est des étapes. Souvent, les paysans, ils produisent et ils vendent juste après, à des niveaux, en général, au rabais, parce que juste après la récolte, les paysans, ils ont plutôt besoin d'argent. Oui, mais alors, on a la structuration de la chaîne de valeur riz en Afrique, mais malgré les stratégies politiques mises en place, pourquoi aujourd'hui les pays africains n'atteignent pas l'autosuffisance? Tout à l'heure, vous vouliez rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'Adama parle lui, il parle plutôt en fait de la chaîne de financement. Donc il a évoqué... J'étais sur la chaîne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Le financement d'abord pour expliquer l'aspect financement, et puis la chaîne de valeur qui passe de la production à la commercialisation, avec des acteurs à chaque étape. Mais justement, l'entreposage, c'est un métier, la production, c'est un métier, mais c'est les lacunes. La commercialisation, c'est un métier, l'accès au marché, c'est une problématique. Oui, mais c'est la lacune. Vous permettez que s'exprime. Mais c'est la lacune de tout ça pour moi, en fait, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Il n'y a pas de chaîne de valeur. Sinon, ça saurait. Adama parle, où sont les entreposages? C'est dans les tuyaux, par exemple. Là, donc là, on reste sur le Sénégal. Bien, où sont les entrepôts? Où sont les entrepôts? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de chaîne de valeur bien structurée, c'est ça? C'est-à-dire que quand prenons l'exemple de l'Inde. Là, c'est peut-être intéressant pour parler peut-être à nos téléspectateurs. L'Inde, comment il fonctionne? Aujourd'hui, en préparant l'émission, une fois dont j'ai fait quelques recherches et j'étais vraiment très surpris. Le 15% du PIB de l'Inde, en fait, parmi top 10 de l'économie mondiale, est produit par
l'agriculture. Plus de la moitié des actifs en Inde, ce sont des agriculteurs. Est-ce que vous savez quelle est la surface moyenne, du moins d'une surface cultivable par les paysans indiens? C'est 1 hectare. Est-ce que c'est différent de nos frères qui sont dans le Wallo? Je ne pense pas. Deuxième information qui m'a beaucoup étonné, pourtant l'Inde, vous voyez que c'est dans le top 4, maintenant 4 ou 5 de l'économie mondiale, toutes ces productions donc à 1 hectare ne sont pas mécanisées. C'est-à-dire que donc les gens, ils cultivent le riz, comme chez eux, comme le blé, mais en fait, du moins de manière manuelle. Est-ce que c'est différent de notre écosystème? Non. Mais la grande différence, en revanche, c'est que l'Inde, ils ont des systèmes d'entrepôts. C'est-à-dire que n'oubliez pas, l'Inde, c'est un pays fédéral. Il y a 26 États fédérés, d'accord? Donc, ils ont des systèmes d'entrepôts où la production, en fait, ne se perd pas. Là, la problématique de la mangue, bon, je pense que là, tu le sais, bon, ça a été résolu, mais pendant très longtemps, la production des mangues, comme au Mali, comme au Sénégal, pourrissent en Casamance parce que justement, on a ce problème de demande d'entrepôt. Donc, aujourd'hui, en revenant au Sénégal, je pose la question, ils pensent, mais où sont ces entrepôts qui sont justement censés avoir les stocks? Parce que si on avait ces entrepôts, il y a des années, en 2018 ou 2017, on était en excédent en termes de production, on aurait pu garder en fait cette production. Alors il y a beaucoup d'entrepôts, quand même tout le long des zones de production, beaucoup plus que, peut-être il y a très peu d'entrepôts, il y a plutôt des... Mais la capacité, est-ce qu'on a les chiffres demain sur leur capacité aujourd'hui, Adama? Parce que moi je fais la recherche, malheureusement je n'ai pas de chiffres, mais là où il y a tiers détenteurs, par exemple au Sénégal, il y a l'un des grands tiers détenteurs africains qui pratiquement contrôle le marché, mais la tiers détention repose sur l'entreposage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le tiers détenteur, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accéder au tiers détenteur, parce que pour avoir accédé au tiers détenteur, comme tu sais, l'entrepreneur, c'est-à-dire que celui qui détient l'entrepôt doit fournir un minimum d'état financier à la banque. Est-ce que tu comprends ou pas? Ne fût-ce que le stock qu'il a, l'argent qu'il fait... Justement, c'est pour pallier à l'absence de ces minimums d'état financier, etc., et de critères, que le tiers détenteur a été inventé. Le tiers détenteur, l'accès est beaucoup plus facile parce que c'est tout simplement, il faut produire, il faut avoir une récolte. C'est juste venir et déposer sa récolte et avoir un ticket qui fait foi, qui montre que vous avez déposé tel. Premier questionnement pour moi, il est où l'entrepôt? Et deuxièmement, alors toutes les filières, toutes les organisations, par exemple, de la céréaliculture ont des entrepôts. Il y a des entrepôts villageois, il y a des entrepôts par fédération. Mais tout le long de la vallée, vous voyez, il y a des structures d'entreposage. Maintenant, ce qui manque, effectivement, c'est qu'en cas de production exceptionnelle, effectivement, il y a une offre supplémentaire qui vient se créer et qu'il faut loger quelque part. Là, ce que je veux continuer, c'est que ma premier questionnement, où est la chaîne de valeur? Où est l'entrepôt? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, où sont les usines? Usines de transformation. Oui, les usines de transformation. C'est-à-dire que le taux d'usinage, c'est-à-dire en gros, il faut encore dire que le riz est technique. Lorsque vous prenez le riz paddy, donc le riz paddy, peut-être pour nos téléspectateurs, c'est le riz en fait sur le pied. Quand vous enlevez le riz et vous le transformez à l'usine pour enlever qu'on appelle la coque et du moins pour le blanchir, pour que ce soit passer du paddy au riz blanc, en fait. Bien, pour le ramener au riz blanc. C'est-à-dire que vous avez un taux d'usinage, c'est-à-dire qu'entre le riz entier et le brisure de riz et le fissure de riz, c'est-à-dire que le paddy en lui-même, lorsque vous le transformez à l'usine, en fait, vous avez 3 variétés, d'accord? Riz entier et brisure de riz. Bien. C'est-à-dire que le taux d'usinage, donc aujourd'hui, la moyenne qui est convenue dans le monde, c'est 60%. C'est-à-dire, donc, quand vous amenez 1 kilo, donc, il vous reste, c'est-à-dire que quand vous amenez donc 1000 grammes, il vous reste en fait 600 grammes au bout. Bien. L'usine, ils sont où l'usine? En fait, ce que je dis juste par là, c'est l'usine, c'est censé faire partie de votre chaîne de valeur. Une usine, ce sont les structures, ce sont les entreprises, normalement, ça doit être constitué en entreprise, qui doit être le plus grand pourvoyeur d'emplois, en fait, dans nos pays, surtout dans une zone, dans un secteur où la demande est aussi forte. Donc aujourd'hui, normalement, on devrait dire, OK, dans les usines, peu importe le nombre, en fait, qui est dans le Nord, on devrait être aujourd'hui dire, OK, il y a 40 usines, chaque usine emploie 200 personnes, ça doit être tant. Est-ce que ça c'est fait? Je ne pense pas, parce que sinon ça saurait.
Peut-être il y a des choses, peut-être qui se font, mais une fois encore, là, je parle ici à Damas, c'est pas à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une ville. On parle à l'échelle de l'Afrique même. Exactement. De non, la CEDEAO. commençons d'abord finalement par rapport au Sénégal. À l'échelle du Sénégal, est-ce qu'on a ces usines-là capables justement d'être appelées comme quelque chose intégré dans une chaîne de valeur? Et le dernier point, et puis je finis dessus, Dominique, la commercialisation. Effectivement, donc là, on parle même avant la commercialisation, ce que Adama a évoqué, c'est sur le financement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une chaîne sérieuse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de financement, Adama, qui sont les banques qui font le tiers détenteur? À part la banque agricole. Alors, parce que c'est sa vocation. Et même le tiers détenteur en général. Peut-être les microcrédits, mais moi, je n'appelle pas ça de... C'est justement d'où son nom d'ailleurs, c'est un intermédiaire ou bien un facilitateur entre la banque et le paysan. Ce que je veux dire juste, c'est que la chaîne, pour moi, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça qui constitue une chaîne. Aujourd'hui, cette filière, une fois encore, c'est une opportunité. C'est là, en fait, c'est là où je vais en venir. On a une belle opportunité. Comme nous, tous les jours, en fait, on dit que nos jeunes n'ont pas d'emploi. Ils manquent d'emploi. On a une chaîne, on sait que la demande est là. Parce que le business, c'est quoi? C'est vous avez une demande et vous venez avec l'offre. Le business, du moins là où le plus rentable, c'est que lorsque la demande dépasse l'offre. Et effectivement, nous sommes exactement dans ce cas de figure-là. La demande dépasse largement l'offre. Mais pourquoi on n'arrive pas à saisir? Parce que justement, on n'a pas une chaîne de valeur en fait intégrée et structurée, pour moi en tout cas. Alors, est-ce que c'est différent manquement que vous venez de relever là sont à l'origine aujourd'hui des facteurs qui empêchent le continent africain d'être autosuffisant? Clairement, parce qu'on est obligé d'importer. Nos plus grands fournisseurs disent que eux, ils vont plus en fait vous donner votre quantité, ou sinon ils vous donnent mais un prix finalement supérieur. Mais forcément, vous paniquez. Or que si vous avez une chaîne, vous dites, OK, moi, dans mes silos, dans mes greniers, j'ai X tonnes, en fait, de mains qui sont là. Au cas où le prix monte, finalement, c'est exactement ce qu'Adama a expliqué au début du mois de l'émission. L'Inde, pourquoi l'Inde a interdit son exportation de riz? Parce que la demande locale est devenue forte. Est-ce que vous voyez ou pas? Donc, l'inflation, c'est quoi? C'est qu'on voit une demande forte, en fait. Donc, tu dis, OK, on coupe à l'exportation, à part le riz, qu'on appelle... le riz de luxe, le basmati, à part le basmati, ça, ça, ils peuvent prendre, mais le riz paddy, donc le riz normal, on le garde en interne. Mais ça, c'est typiquement, la Thaïlande le fait, le Vietnam le fait, l'Indonésie le fait, la Chine le fait, mais c'est nous, dire que nous, on ne peut pas le faire parce que justement, on n'a pas cette chaîne de valeur, je dis finalement, où on est capable d'anticiper sur nos productions, au moment où les années où on a des fortes productions, on puisse les garder, et au moment finalement, donc on a moins de production, on puisse les sortir. Bon, vous nous avez présenté la structuration de la chaîne rizicole en Afrique. Maintenant, à quel niveau le bas blesse? Où est le problème? Pourquoi aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas vraiment à satisfaire la demande? D'abord, moi je dirais qu'en termes d'usinage, il y a quand même des progrès remarquables. Si je prends le Nigeria, en 2015, ils étaient à 300 000 tonnes usinées. 350 000. Voilà. Ouais, 350 000, voilà. Ouais, c'est ça. 300 000, 350 000 ils sont à 3 tonnes. Millions aujourd'hui. Ouais. Et là, ils sont à 3 millions. Ouais. Mais quel bon. Donc, ça montre quand même qu'il y a une accélération. Au Sénégal, je n'ai pas les chiffres consolidés. J'ai fait les recherches, mais je n'ai pas les chiffres non plus. Mais je sais qu'il y a à peu près 25 usines dans le nord. Et zone de production par excellence, comme l'Office du Niger pour le Mali. Alors, ces 25 usines qui transforment le riz sont confrontées à une problématique majeure. Laquelle? Cette problématique, c'est la rareté justement de la matière première, le riz paddy, qui est insuffisant. Donc, puisqu'on parlait de stockage, le stockage, c'est un problème qui arrive pour un temps très court. Hein. Mais la majeure partie de l'année, tout le monde court derrière le paddy. Et pourquoi en fait? C'est ça la question. Parce que justement, la production, elle est insuffisante. Ce n'est pas que des efforts n'ont pas été faits, mais c'est que là, nous sommes dans des progrès. Quand vous arrivez à un certain niveau, les augmentations ne sont pas évidentes, surtout pour un pays comme le Sénégal, où les temps de production, les fenêtres de production, le calendrier culturel, il ne te permet pas de produire toute l'année. Il y a des débuts de récolte. Tu peux faire peut-être 3, exceptionnellement 4 récoltes par an, mais souvent c'est 2 à 3 récoltes que les gens font. Et donc la majeure partie de l'année, il y a une tension sur la matière première qui diminue donc le rendement de ces usines et qui font d'ailleurs que ces usines ont un emploi plutôt saisonnier.
Et d'ailleurs, je le dirais au passage, les jeunes Sénégalais ne veulent pas du tout travailler dans le riz. C'est une provocation, ça dit non, il faut dire la vérité parce que, par exemple, c'est des travailleurs qui viennent de la sous-région, souvent, qui sont recherchés et qui sont pris. Il y a une forte montée, justement, du coût lié au personnel. C'est une réalité. Et peut-être la seule région où encore on voit des gens qui s'intéressent vraiment à ça, c'est la Casamance. Des travailleurs viennent de la Casamance pour aller jusqu'au nord, pour travailler aux côtés des Maliens, des Bissau-Guinéens. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les jeunes ne s'intéressent pas à ce secteur et pourtant il y a une demande en fait en matière de ressources humaines? Qu'est-ce qui l'explique? Il y a la précarité du secteur d'abord parce que c'est, comme j'ai dit, les emplois sont saisonniers. Il y a une structuration qui n'est pas encore complète. Deuxièmement, il y a le fait que les jeunes ne veulent pas faire effectuer des travaux pénibles. L'agriculture sous-mécanisée, ce n'est pas le travail le plus facile à faire. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui viennent s'ajouter à un facteur culturel où le paysan, la figure du paysan n'est pas valorisée suffisamment à l'école et dans nos sociétés. Et tu vois, et là justement, tu vois, on parlait de chaînes tout à l'heure. Je finis mon cher parce que vous avez parlé de la chaîne de valeur, vous avez parlé du fait que vous ne voyez pas les emplois. En réalité, le problème de l'agriculture en Afrique, il est lié au marché. Effectivement, nous avons un marché très demandeur où la demande elle est supérieure de loin à l'offre. Mais comment le marché sénégalais est-il alimenté? À part la production locale, il y a les importations. Mais les importations, comment elles sont organisées? Je salue un pays comme Maurice qui a carrément un office qui importe le riz. Parce que si vous importez aussi petite quantité, plus petite quantité, plus petite quantité, vous ne structurez pas la chaîne de valeur import. Elle est tout aussi importante que la chaîne de valeur locale, production locale et commercialisation. Cette chaîne de valeur import, par exemple, si vous dites que la CEDEAO importe 15 millions de tonnes, mais c'est beaucoup d'emplois à créer aussi dans la manutention, dans beaucoup de services financiers, par exemple, liés à cette chaîne. C'est des négociants qui manquent à l'appel, des traders qui manquent à l'appel, de l'assurance qui manque à l'appel, de la banque qui manque à l'appel, des bateaux qui manquent à l'appel, puisque nous, on importe en général par petite quantité, là où les pays bien organisés, comme Maurice par exemple, ils font même de l'anticipation des achats à terme. Ils achètent aujourd'hui pour livraison mars 2024. Ils sécurisent le prix et ils sécurisent la livraison. Or, nous, on est sur le marché comptant. Et c'est très, très difficile parce que le marché comptant, vous subissez de plein fouet la variation brusque des prix. Oui. Donc, tout ça tout cet état de fait explique pourquoi, dans une configuration de forte demande et par rapport à l'offre, on n'arrive pas à créer de la valeur. Parce que ce n'est pas une malédiction. Le fait qu'on veuille tous prendre notre tchéboudienne à midi devrait plutôt inciter à plus de création d'emplois, plus de prospérité, aussi bien pour la production locale que pour l'importation et aussi pour toute la zone CEDEAO, pourvu que, pour une fois, qu'on ait un seul marché au sein de la CEDEAO. En fait, là, j'aurais dû commencer d'ailleurs par ça. L'absence de cette chaîne de valeur, parce que finalement, c'est la ressource humaine. Et là, je voudrais juste en fait revenir sur le propos d'Adama en disant qu'effectivement, peut-être une réalité, les jeunes ne veulent pas travailler dans cette partie riziculture, mais Adama, qui voudrait faire un travail pénible? Mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Non, mais c'est ça. Non, mais justement, c'est-à-dire que la question que je pose justement, parce que là on parle, c'est-à-dire que pourquoi on n'est pas autosuffisant? Moi, je dis qu'on n'est pas autosuffisant parce que cette chaîne n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques bribes, pour moi, quelques initiatives à la marge, mais c'est absolument pas. Elle existe, mais elle présente des failles. Non, mais c'est-à-dire que c'est même infinitésimal par rapport aux enjeux, en fait, pour moi. Parce que aujourd'hui, c'est quoi? Qu'attendait notre gouvernement? Les gouvernements, donc là on parle du Sénégal, mais le reste, du moins de chaque pays en fait c'est pareil, pour structurer justement cette chaîne-là, justement pour rendre du moins ce secteur-là moins pénible. Aujourd'hui on disait tout à l'heure que l'Inde, ils ont des secteurs agricoles moins mécanisés.
c'est une des caractéristiques que nous partageons avec l'Inde, c'est que nos secteurs agricoles, c'est non seulement sur les petites surfaces, mais effectivement... Pourtant, c'est les plus grands exportateurs aujourd'hui de machinerie agricole. Oui, mais ce que je vais dire par là, c'est justement, c'est-à-dire que rendons ce secteur-là moins pénible, c'est-à-dire que mécanisons-le, c'est-à-dire que donnons les opportunités à cette jeunesse justement d'aller. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, moi je suis quelques jeunes parce que nous on reçoit quelques projets souvent, on veut se lancer dans l'agriculture. Mais chaque fois, je leur dis, mais vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Je dis, mais l'agriculture, déjà, il faut être patient. Si vous avez un besoin d'argent, faites autre chose. Parce que l'agriculture, en fait, c'est un secteur où il faut beaucoup de patience. Pourquoi il faut beaucoup de patience? Parce que quand vous commencez votre spéculation, encore le riz, si vous le ratez, c'est-à-dire que quand vous mettez en pépinière, vous ratez le pépinière, c'est fini, en fait. C'est-à-dire que vous devez attendre parce que le pépinière, quand c'est pas bon, vous ne pouvez pas le souffler et que le lendemain, ça pousse. Donc, je dis à Adama qu'effectivement, les jeunes ne veulent pas aller dans ce secteur-là parce que justement, c'est dur. Et donc, justement, il faut le mécaniser, il faut le structurer, il faut créer une chaîne de valeur. Et moi, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on s'organise. Et je pense que sur le riz, et nous, Africains, je pense que c'est ça qu'on fait moins. On aime bien copier l'Inde, on aime bien copier les États-Unis, le Brésil, tout ça, mais quelque chose qui marche entre nous, on n'aime pas copier. Effectivement, je ne connaissais pas, en Maurice, là, tu viens d'évoquer, ils ont une structure qui peut faire des achats à terme sur le marché pour justement anticiper en termes de prix. Aujourd'hui, si on a fait ça, on ne serait pas inquiet en fait par rapport à ce qui se passe avec l'Inde. Parce que si vous achetez vos contrats à terme, vous dites, OK, moi j'achète finalement je sais pas, dans 2 ans ou 3 ans, j'achète vos productions à un prix convenu au départ. Si le prix monte aujourd'hui, vous êtes convenu un prix au départ, vous n'avez pas de problème. Mais effectivement, quand vous l'achetez finalement sur un marché spot, là, vous avez un souci parce qu'aujourd'hui, le prix à 365 $ la tonne, demain, il va être à 400, peut-être après-demain, il va être à 500. Là, vous êtes cuit. Et en sachant qu'on n'a quasiment plus de marge budgétaire parce que nous sommes quasiment tous, nos États sont quasiment tous en déficit. Le Sénégal représente quasiment 6% du PIB du déficit. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent, en fait, demain pour aller combler, en fait, demain ce gap. Donc, je le redis. L'autosuffisance passe d'abord, il ne tombe pas du ciel. Quand vous regardez bien les pays asiatiques, ils sont beaucoup plus mieux organisés que nous dans tout. C'est pour ça qu'ils s'en sortent pas, qu'ils avaient les mêmes problématiques dans les années 70. On ne peut pas expliquer, une fois encore, ce n'est pas quelque chose en fait, demain qui est descendu finalement du ciel. Donc, nous allons aborder le dernier volet de ce débat. Alors, nous parlons de la stratégie et politique à mettre en place pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance en matière de riz en Afrique. Alors, outre la mécanisation que vient de proposer Rivo, quelle est selon vous d'autres politiques, stratégies à mettre en place pour atteindre cet objectif d'autosuffisance en riz en Afrique? Alors, concernant la mécanisation, quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits. Il y a l'initiative 1000 tracteurs au Sénégal, par exemple, pour le secteur agricole. Et comme je dis, infinitésimal. Oui, 1000 tracteurs, ça répond en partie à une vraie problématique. C'est consommation, non, à la demande. C'est 1000 tracteurs qui vont aller déjà à la production, parce qu'ils vont venir labourer les terres. Oui, pour que cette production réponde vraiment à la demande. Non, le vrai problème, ce n'est pas ça. C'est que, comme vous avez dit, nous avons une demande très forte. Mais cela ne doit pas nous amener à sous-estimer la production aussi, qui est aussi très forte, qui croît aussi. Mais il faudrait, pour combler tant d'années de retard, il faudrait beaucoup plus de temps. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a le groupe Éléphant Vert qui est très connu, le groupe Dreyfus qui est très connu, ex-trader, et 22 acteurs s'étaient réunis il y a 6-7 ans pour lancer une compagnie, la CAS, la Compagnie agricole de Saint-Louis. C'est avec des financements de la Banque africaine de développement, 30 milliards, et aussi de la Banque européenne d'investissement. Aujourd'hui, cette société, elle est pratiquement à l'arrêt parce que la taille proposée ne correspond pas peut-être au marché africain. Moi, je ne crois pas que... Pourquoi il est surévalué ou sous-évalué? Non, la capacité de son usine était trop grande par rapport à l'offre locale, aux réalités locales. Parce qu'on est souvent tenté de dire, mais il faut augmenter la production, mais en réalité, l'évolution, arrivée à un certain seuil, l'évolution de la production n'est pas linéaire par rapport aux investissements. Là, ils ont investi 30 milliards, mais ça n'a pas pu aller très loin.
Parce que tout simplement, ils se retrouvent avec ce que je disais tantôt, le coût de la matière première, le paddy, qui n'est pas accessible tout le temps, toute l'année. Si vous investissez 30 milliards et que vous avez des tensions sur la matière première, dans n'importe quelle activité, vous n'irez pas loin. Ouais. Donc finalement, en termes de stratégie, est-ce qu'il ne faut pas encourager les unités moyennes, les multiplier aux besoins dans plusieurs régions, inciter le maximum d'Africains à venir investir dans le riz? Je rappelle que pour faire un hectare, en moyenne, il faut un investissement de 400 000 francs CFA. C'était même 300 000, mais 400 000 francs CFA, y compris les intrants, les engrais, la main-d'œuvre, la crise russo-ukrainienne. Et que vous avez, pour payer l'assurance, 10 000 à 11 000 francs CFA. Donc, vous êtes couvert contre certains aléas. Donc, il y a quand même de la marge. Et l'agriculture est très rentable, parce que c'est quand même le seul secteur où vous pouvez faire pratiquement du 80%. Si les récoltes, si la saison est bonne. Comme j'ai dit, tout est dans le si la saison est bonne. Voilà. Il y a un cycle qui est couvert par l'assurance. Donc, on se dit que c'est quand même un secteur qui reste très rentable. Maintenant, pour les jeunes, s'agissant de l'emploi, il faudrait en fait plus de techniciens agricoles, plus d'ouvriers spécialisés sur la mécanique agricole, par exemple, où il y a vraiment un vrai besoin. Les sociétés de leasing existent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a des procédures pour pouvoir disposer de moissonneuses-batteuses, etc., soit par location, soit par acquisition. Donc, il y a beaucoup de techniques qui se sont développées sur cet aspect-là. Et il y a une collectivisation même de ces moyens de production. Donc, le problème, s'il en est un, c'est vraiment, à mon avis, en prenant l'exemple de l'Asie, la mise en commun de nos marchés pour une production à grande échelle de riz, puisque vous parlez de l'Inde qui est un pays herbivore ou végan, mais l'Inde, c'est parce que aussi, moi je pense que le facteur démographique, il joue, et il joue dans le bon sens, parce que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est un grand marché, donc le champ des possibles est illimité. Or, nous, au Sénégal, encore une fois, 16 millions d'habitants, 17 millions d'habitants. On a une production locale donc, qui est écoulée sur les 3 mois. Et le reste, c'est l'importation. Le Mali, la même chose. Si on avait mis en place des mécanismes d'importation, on aurait pu gagner beaucoup d'argent et financer même la production locale. Mais là, en maintenant les structures d'importation telles qu'elles sont actuellement, on crée des lobbies qui vont tout faire aussi pour que la production locale ne décolle pas. D'ailleurs, il faut se méfier souvent des bon là je fâcherai beaucoup de gens, des ex-négociants qui veulent se reconvertir dans la production. Merci beaucoup, M. Ouad, pour ce mot de la fin. Donc, on prend avec vous le mot de la fin pour clore ce débat. Pour moi, il faudrait revoir. Peut-être, juste pour information, par exemple, pour le Sénégal, le volet agricole, du moins du plan PSE, plan Sénégal émergent, c'est le PRACA. Ça s'appelle le PRACA. Programme de réforme, je pense, d'accélération à l'agriculture, cadence, bref, je ne sais plus exactement l'acronyme, mais je pense que c'est PRACA. Il y a eu le PRACA 1 et ensuite il y a eu le PRACA 2. Je pense que ça passe véritablement par au-delà du riz, pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, c'est-à-dire qu'on a besoin des politiques d'irrigation réfléchies, mûries, pragmatiques et pratiques. Sinon, on ne pourra jamais faire l'agriculture, au-delà du riz. D'accord? Ça, c'est pour moi le premier point. Donc, ça veut dire que ça présuppose des grands travaux. C'est-à-dire que des barrages, vraiment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse amener de l'eau. Et justement, qu'on ne puisse plus attendre du moins de la pluie, au bon vouloir de la pluie, parce qu'aujourd'hui, comme nous savons tous, des règlements climatiques, les pluies viennent, ou quand ils viennent, des fois, c'est torrentiel, du moins comme en Libye. Donc, pour moi, ça passe par une vraie politique. Merci à l'OMVS. Oui, voilà. Donc, ça passe par une vraie politique. Voilà, par exemple, un organisme comme l'OMVS.
Personne ne sait en fait de ce qu'ils font. De mise en valeur du fleuve Sénégal. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que plusieurs barrages sur le fleuve Sénégal qui font qu'aujourd'hui la problématique de l'irrigation mais c'est pas suffisant. Oui, mais est devenue une réalité. Non, mais sur le fleuve Sénégal, c'est un exemple mondialement salué. Là, nous sommes en train de conclure rapidement. Oui, voilà. Donc, c'est pas suffisant. Donc, vraiment, véritablement, donc une politique d'industrialisation de la partie agricole. Dans cette politique d'industrialisation, donc passe par cet investissement sur l'irrigation. Et passe nécessairement par la structuration d'une chaîne de valeur, en commençant par l'humain. Tout à l'heure, Adama parlait effectivement, et moi je suis d'accord avec lui, le fait qu'il faut former des techniciens. Rappelons-nous quand même, Dominique. On va y aller un peu vite. Voilà, 40% qu'on appelle ça, là, 40%, c'est-à-dire que le secteur agricole produit en termes d'emploi 40% en fait, du moins de ce pays, d'accord ? À aucun de nos pays, nous avons des lycées agricoles, par exemple, d'excellence. C'est-à-dire que nous n'avons pas des lycées qui forment des techniciens de haut niveau ou des ingénieurs de haut niveau. On a des écoles, finalement, d'ingénieurs, on a des centres, mais on n'a pas des écoles, par exemple, qui forment, en fait, des gens, finalement, à ce métier-là. Les gens, ils quittent tous leur campagne demain pour venir en ville. Donc, ça passe par... L'école de Katiboubou au Mali qui forme des ingénieurs agronomes. Mais ça passe donc, et puis je finis dessus, ça passe nécessairement par la révolution également donc éducative orientée vers l'agriculture. C'est ça en gros pour moi. Donc, industrie, chaîne de valeur et la partie éducation destinée finalement à nos jeunes. Voilà, merci à vous messieurs d'avoir été dans ce grand débat d'aujourd'hui consacré au secteur rizicole en Afrique. Alors, avant de nous séparer, chers téléspectateurs, donc c'est le numéro 103 de Financial Afrique qui est déjà dans vos kiosques. Donc, vous avez en Afrique des écoles de commerce en alternative à l'Occident, Sénégal Amadouba, rupture aux continuités, la BEAD, retour sur un acte de naissance vieux de 50 ans à lire dans le numéro 103 de Financial Afrique, déjà dans vos kiosques. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Vous nous permettez d'exister et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Excellent week-end chez vous, à la semaine prochaine pour un autre grand débat sur Financial Afrique.